Pour elle, la clé du développement réside dans la mise en avant de nos territoires. Avec son ONG We Speak Citizen, fondée en 2016, elle choisit donc de donner des outils aux habitants des zones rurales pour développer leurs compétences et créer leur propre projet entrepreneurial. Lubna Mouna, une des premières femmes commandantes de bord du Maroc, a choisi de revenir sur la terre de ses ancêtres, à Qasbat Eit Ben Haddou, pour mettre en œuvre sa vision. Et c'est donc là, dans cet écrin plein d'histoires, qu'elle nous reçoit aujourd'hui. Sabah al-khair Lubna. Sabah al-khair Hanan. Comment ça va? Très bien. Vous êtes en pleine contemplation matinale. Mais oui. Faites de la méditation. Comment ne pas méditer devant une œuvre pareille? Exactement. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Je me réjouis vraiment d'être avec vous ici aujourd'hui. Alors vous m'avez donc donné rendez-vous ici. Ça fait longtemps que vous habitez à Casablanca et puis vous n'avez même pas grandi en fait ici. C'est la terre de vos ancêtres, on y reviendra. Mais pourquoi vous avez donc choisi Qasbat Eit Haddou pour faire l'émission aujourd'hui? Qasr Eit Ben Haddou, c'est vraiment le lieu qui m'a permis de me découvrir moi-même. Je me suis finalement découverte sur le tard, à 45 ans. Je me suis réancrée dans ce village qui est le village de mes ancêtres, le village de toute ma famille. Mes 4 grands-parents sont ici et pour moi il était naturel, pour vous parler de moi, de le faire au Qasr Eit Ben Haddou. Et je pense qu'on va le découvrir d'une façon un peu nouvelle avec vous aujourd'hui, parce que j'imagine que vous le connaissez mieux que personne aujourd'hui. Lui et ses personnages. Exactement. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Ma deuxième question, vous le savez, c'est toujours l'invité qui choisit la musique qui nous accompagne. Vous choisissez quoi aujourd'hui, Lubna? Alors aujourd'hui, je vais choisir un groupe local très jeune qui s'appelle Folk Spirit. Et comment ça s'appelle? Folk Spirit. Folk Spirit, ok. Et il chante une magnifique chanson qui s'appelle Azul. Azul. Eh bien très bien. Folk Spirit donc avec nous aujourd'hui. Exact. On y va? On va se promener? Allez, marhaba. زلسي وما سنولو تدي تنويت لا ساتر انا داغن غيهين زلسي وما سنولا زلسي وما سنولو تدي تنويت لا ساتر انا داغن غيهين نردي مزيغا الدنين ورا ونسان. Alors vous me disiez, Lubna Mouna, que vous êtes revenu ici, que ça vous avait réancré. C'était quand ça exactement? C'était en 2015, en avril 2015, exactement. Donc je suis revenue ici avec maman, d'abord, à la découverte de ce village, et un mois plus tard avec papa. Et les deux histoires ont été très très différentes, mais très fortes, toutes les deux. C'est-à-dire la façon dont vous avez vécu les choses ici avec votre père et avec votre mère? Exactement. Deux manières totalement différentes de me reconnecter, de me réancrer. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le besoin de demander à vos parents de revenir avec vous ici? Alors Hanan, c'est une histoire assez particulière. En fait, je suis tombée malade assez gravement en 2015. Et en 2015, quand je suis tombée malade, alors que moi je suis d'une consistance très solide, je ne suis pas du tout quelqu'un de fragile, pendant ma convalescence, je me suis posé la question de qu'est-ce qui avait changé dans ma vie qui aurait pu expliquer ce soudain malaise et ce soudain souci de santé. Et le seul événement qui s'était placé, c'est que quelques mois auparavant, j'avais cherché à acheter un terrain ici pour construire une maison d'hôte avec mon mari, pour préparer notre retraite. Et on n'avait pas du tout réussi à trouver un terrain. Et le moment où je dis à mon mari, écoute, c'est pas grave, on va chercher ailleurs. 2 semaines plus tard, tout se déclenche. Donc il y a quelque chose en vous qui résistait à l'idée de renoncer en fait, qui vous disait de ne pas renoncer. Je disais de ne pas renoncer. Et cette prise de conscience m'a permis d'aller
posé la question à mes parents, une question toute simple. C'est racontez-moi d'où je viens, racontez-moi ce village. Et qu'est-ce qui fait que quelque chose que je ne comprenais pas était en train de me dire non, reviens à l'Aqsa. En venant ici, j'ai rencontré l'âme de l'Aqsa. Et l'âme a été portée par les anciens. Et je n'oublierai jamais la première personne que j'ai rencontrée, l'Aïcha, une magnifique poétesse de 90 ans, qui m'a accueillie avec des mots de bienvenue en me disant « Babik, enfin ma fille, tu reviens sur la terre de tes ancêtres. » Alors que vous ne la connaissiez pas. Je n'avais jamais entendu parler d'elle et elle non plus. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous dépassait. C'est un peu de l'ordre de la mystique, là. Totalement, j'assume et je le dis réellement parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Ce qui est arrivé là, c'est un moment où je ne comprenais pas, mais j'avais l'impression que toutes les âmes de l'Aqsa me disaient « Reviens ». Reviens et reste, parce que du coup, chez toi. Vous êtes resté. Exactement. Au moment de la décision de votre retour, vous vous êtes posé donc la question de savoir qu'est-ce que je peux faire ici, et c'est là d'où est née l'ONG. Exactement. Donc c'est votre décision de revenir qui a entraîné la création de l'ONG. Total. Je vous ai dit que j'étais venue en avril 2015, l'ONG n'est née qu'en novembre 2016. Et pendant toute cette période-là, tout ce temps a été consacré à la découverte, à l'écoute et à l'observation. Donc on a passé du temps avec les habitants, soit en comité restreint, donc avec des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, à les écouter, à les faire parler, à découvrir qui ils étaient. Et ils ont été merveilleux. Ils nous ont vraiment ouvert leurs bras, leurs secrets, partagé leur quotidien, partagé leurs souvenirs. Et on a aussi passé des moments fabuleux ici, où on a célébré ensemble. Et je me souviens d'un janvier 2016, d'Eid Naïr, où tous les villageois se sont réunis. C'est le Nouvel An. Nouvel An à Mazir. Et 900 habitants ont tous célébré, dîné ensemble. Et il y avait des personnes dans le même village qui ne s'étaient pas revues depuis 10 ans. Donc c'était un moment où finalement, s'il n'y avait pas que moi qui revenais vers mes racines, mais il y avait tout le village qui se remettait à re-être ensemble, dans ce collectif, dans ce qui sommes-nous collectivement. Il faut qu'on traverse. Alors il faut qu'on traverse l'Oued. Alors là, malheureusement, le village Ait Ben Heddo a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1987. Ça a fait sa renommée et sur le plan touristique et sur le plan cinématographique. Mais il y a eu quelques effets pervers, on en voit malheureusement là. Ici, beaucoup d'enfants quittent l'école pour pouvoir venir aider les gens à traverser, pour grappiller 1, 2 ou 3 dirhams. Moi, ça me fend le cœur. Ces enfants, leur place est à l'école. Elle n'est pas là à tenir la main des touristes. Donc c'est une des choses sur lesquelles vous voulez me précéder. Je vous suis ou j'y vais? Allez, j'y vais. Oups là, ça va être acrobatique. Hop. Oups. C'est sportif. Oui, c'est sportif, mais après, j'allais dire que c'est un coup de main, c'est un coup de pied. Hop. Yes. Alors, vous me parliez de ces enfants qui aujourd'hui gagnent un peu leur vie en faisant traverser les touristes, on les voit. Ça fait partie des effets, des conséquences du tourisme. D'abord, c'est un lieu qui a été classé patrimoine de l'UNESCO, je crois, en 1987. Je crois Exactement. que c'est le seul village du Maroc classé patrimoine de l'UNESCO. Donc j'imagine que ça draine à peu près combien de touristes Alors, selon les statistiques du ministère du Tourisme, 200 000. Selon nos observations depuis 7 ans qu'on travaille ici, on est plus dans les 500 000. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comptabilisés parce qu'ils viennent de Marrakech et passer 2 heures et redescendre sur Marrakech. D'accord, ce qui est comptabilisé, les 200 000, c'est ceux qui passent des nuits ici. Exactement, c'est ceux qui passent la nuit. Donc ça draine beaucoup de monde. Et ce village, bon, vous l'avez vu, c'est une œuvre incroyable. Donc c'est un des rares villages, et grâce à son classement à l'UNESCO, où il n'y a pas de ciment à l'intérieur.
l'architecture a été conservée. Donc vous voyez, le fort, c'est la partie la plus ancienne avec le grenier collectif Erem et les remparts. Et ensuite, les gens se sont sédentarisés de haut en bas. Et en bas, on voit les constructions les plus récentes qui ont 400 ans. Quand même. Et par contre, ce qu'on voit là, La porte eh ben, c'est un décor de cinéma et ça fait absolument pas partie du village. qui a été reconstruit uniquement pour quel film? Alors ça a été construit dans les années 60 pour Laurence d'Arabie. Ah, Et ensuite, ça a été réutilisé de manière régulière pour des tournages. Donc le Diamant du Nil, où on voit l'avion qui défonce la porte pour sortir sur l'ouest. d'accord. Khaleesi dans Game of Thrones a tourné Donc derrière, plus récemment. en 2014. D'accord. Donc c'est vraiment un décor de cinéma qui continue de vivre encore aujourd'hui qu'en tant que tel. Alors, on parlait de l'ONG, c'est We Speak Citizen. C'est quoi sa mission principale? Alors sa mission principale, c'est de révéler les talents et les potentialités des territoires et de les sublimer. En fait, ce qu'on fait réside en finalement pas grand-chose. C'est juste aller à la rencontre des gens, voir quelles sont les personnes qui ont envie de se transformer et d'aller chercher leur plein potentiel à partir de qui ils sont et à partir de ce que leur offre leur territoire pour pouvoir créer de la valeur ici. Ne plus avoir le regard tourné vers un au-delà, vers une chimère ailleurs. Leur avenir est là, les territoires sont... Tout est à faire, plein de potentiel. Il y a tellement de choses à faire, mais ils n'ont pas l'occasion d'abord de le reconnaître, de reconnaître leur talent, et puis finalement d'oser faire différemment dans ces territoires. Donc le principe, c'est la démarche, c'est pas d'arriver avec des solutions clés en main pour développer un territoire, c'est de faire un diagnostic à partir des potentiels, de reconnaître le talent des gens, donc quelque part c'est les valoriser, eux et leur talent et leur savoir-faire, et leur donner des outils. Donc c'est quoi? C'est des outils pour l'entrepreneuriat, pour arriver à commercialiser leurs produits, à monter en compétences. Donc c'est ça ce que vous leur donnez pour qu'ils puissent vivre mieux de ça. Exactement, c'est tout le programme Tizois. C'est d'abord les accompagner, les former. Donc c'est un programme de formation qui dure 6 mois. Et une fois que donc on leur apprend des soft skills, et aller à la compréhension de leur caractère, de leur potentialité, de leur interaction. Ensuite, d'aller oser rêver un projet entrepreneurial. Et ensuite, explorer ce projet et en faire finalement une vraie entreprise. Donc une fois que l'idée est posée, l'accompagnement est un accompagnement sans fin, puisqu'ils sont accompagnés dans un cadre de programme de mentorat où ils ont un mentor qui va les suivre sur toute leur carrière entrepreneuriale. Et au besoin, à chaque fois qu'il y a, c'est la vie d'une entreprise, chaque fois qu'il y a une difficulté, nous sommes là pour répondre soit en complément de formation, soit en outils. Quelquefois, c'est juste aidez-nous. Là, en ce moment, on veut évoluer, on veut faire grandir l'entreprise. Comment le faire? Sur donc, de la scalabilité ou on a du mal à aller toucher nos clients sur nos outils de marketing. Ce que vous nous avez donné n'est pas suffisant. Comment faire autrement? Donc, on va répondre au cas par cas sur toute la vie d'entreprise. Donc, on a des entreprises qu'on accompagne depuis 2018 jusqu'à maintenant. Alors j'imagine que maintenant on va monter dans leur salle, c'est ça? Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez là-bas une très belle maison, tout en haut. Donc, c'est la maison du chef du village. Et c'est un des projets, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Donc on va grimper tout ça? On va grimper tout ça. Allez. Mais c'est une balade tellement belle, les ruelles sont tellement belles qu'on ne voit pas le temps passer. mal à la cheville, je vais voir si je peux pas trouver une canne. Salam alaikum. Salam alaikum. كي لاباس عليك؟ صحيحة كلشي مزيان؟ قول لي ما لقاش عندك شي عكاز. هي كاينه مرحبا. بارك الله فيك. شوفيش هذا ولا الاخر؟ لا هذا. هذا سي تري بيان. مرحبا. بارك الله فيك الله يكثر خيرك. شكرا. شكرا. C'est vrai que là, il y a une sacrée montée là pour arriver à... Et j'ai des soucis de santé, donc du coup j'ai beaucoup de mal à marcher.
Ah, c'est très animé, hein, les petites ruelles Et oui, ici. J'imaginais pas que c'était aussi vivant. Moi, j'imagine que c'est le tourisme aussi qui crée ça. c'est le tourisme. Et puis les gens commencent à s'adapter à la demande. Donc ils créent à partir de tout. Regardez, là, ce sont des décors de plafond des Eitoosgit qui sont repris en petits décors de maison. Très créatif. Il y a un jeune devant nous. Et Ça puis crée regarde, pierre, ça. et quelle pierre! C'est une pierre qui porte un nom. Elle s'appelle Tiferet Nraha en amazigh et qui veut dire la pierre d'Abraham. Ah, Et la pierre d'Abraham, c'est juste la pierre autour de laquelle la communauté juive se réunissait pour pouvoir discuter. parce qu'il y avait des familles juives qui habitaient dans le Alors, l'Aqsa. dans le Qsar, les recensements à début du XXe siècle faisaient état de 60 familles musulmanes et 7 familles juives. D'accord. Donc une petite communauté juive, mais qui existait quand même. Il n'y a pas de mellaha. Les gens habitaient ensemble, c'est des amazirs, ils sont juste de confession juive. Et ici, ils se réunissaient pour discuter de leurs affaires qui concernaient des questions religieuses. D'accord. Et la même pierre existe à côté de la mosquée. Elle s'appelle la pierre de Youssef. Donc, à Goulid Youssef, c'est un rocher plus important. Et c'est le point de rassemblement des musulmans. D'accord. Donc chacun avait un point de ralliement pour discuter, j'imagine, des affaires juridiques. Alors, des etc. affaires religieuses, religieuses. les affaires concernant la société se réglaient dans le jma'a. D'accord. C'est magnifique. Oui, et C'est des formes d'organisation sociale très inspirantes. mais et totalement démocratique. Ils se réunissaient et ils continuent à se réunir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chaque année, tous les hommes valides du village se réunissent pour voter le chef du village. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le chef de l'eau et le chef de la terre. De la guerre. De la terre. De la terre. En fait, le Amrar, le responsable de la terre. Il faut savoir que les Amazirs considèrent que la terre est un bien communautaire et que l'eau est un bien communautaire. Donc, le responsable de l'eau était en charge de distribuer la quantité d'eau nécessaire à chaque famille en fonction de son abondance ou pas, en fonction de l'année, et en fonction de combien d'eau avait besoin cette famille. Donc, combien ils étaient, combien de terres ils avaient irrigué. Donc, il est Beaucoup de justice là-dedans. énormément de justice. Donc là, on y arrive. Oui, on arrive. Enfin, on arrive à la maison de l'oralité. Et je te disais, Hanan, que notre mission, c'était de révéler des talents. Et j'aimerais ici te faire découvrir, avant de rentrer à la maison, Oui. te faire découvrir 2 magnifiques talents de la région. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des jeunes que vous avez découverts, identifiés, et Exactement. dont vous les avez aidés à révéler leur potentiel. À plus ou moins à différentes échelles, parce qu'il y a un jeune, Aïssad, qui n'a pas besoin de grand-chose, qu'il a fallu d'un petit chouïa et ensuite il est parti. Hassan aussi. Donc au lieu de parler d'eux, je pense qu'on va les appeler pour qu'ils S'ils parlent sont là, eux-mêmes. oui, Oui, avec grand plaisir. Hassan, Oui, madame. Aïssa, Oui. salam alaikum. Salam, ça va? Sabah nour. Sabah al-khair, madame. لاباس عليك؟ Voilà les magnifiques talents dont je te parlais. Alhamdoulilah, Hunta. صباح الخير ديري حنان لاباس؟ مشرفين واش مزيان؟ الحمد لله حسن الله صافي يبارك لاباس فيك عليك؟ مشرفين الله ديري يطول بخير؟ عمرك الحمد واش لله مزيان؟ صباح الخير حنان مشرفين مشرفين Aujourd'hui, Hanan, je suis très heureuse de te présenter 2 magnifiques talents du territoire. Donc Aïssa Joud qui est artiste peintre et Hassan Aïssa Abdelkrim qui est designer et qui dessine des meubles. Ah, Et moi, j'ai eu la chance d'abord de croiser le chemin d'Aïssa en 2017. comment vous vous êtes rencontrés كيفاش تلاقيتوا بهذا السيد Bah, ça fait vraiment longtemps. 2017. 2017. J'étais ici à Ibn Hattoul, où c'est mes premières étapes de ma carrière artistique. Et grâce à Madame Loubna, il y a vraiment beaucoup de changements dans ma carrière et il m'a vraiment aidé. Et alhamdoulilah, on est
un autre niveau. Aider dans quel sens? Alors, Qu'est-ce qui a changé? j'ai peut-être atténué parce qu'il est très humble. Je ne l'ai pas vraiment aidé. Hein. Au fait, je parlais de créer des espaces pour que les talents puissent s'exprimer. Et on a créé un espace, une résidence artistique où Aïssa a pu juste laisser son talent s'exprimer à côté de 30 artistes. Et ça a été pour lui le point de départ. C'est quasiment tout ce qu'on a fait pour toi, Aïssa. Et vous, Alors pour Hassan? moi, c'était à partir de Issa. Ah, l'un mais l'autre. Ah, c'est Issa. sympa ça. Issa صاحبي, déjà on joue sur un groupe de musica. عندنا واحد الجروب سميتو فولك سبيريت كنلعبوا بنفس الموسيقى في نفس الجروب. Folk Spirit. Exactement. Elle vous a choisi. Dans l'émission, on a une musique qui nous accompagne pendant toute l'émission. bon. Et Loubna a choisi Folk Spirit. Mais je ne savais pas que c'était vous. Ah bah voilà. C'est pour ça on dit toujours que c'est elle qui nous aide. Tu vois, tout est lié. Je ne vous aide pas, Aïssa, c'est moi, un échange. Ça fait plaisir. Issa, c'est un ami. À partir de Issa, je me suis connecté avec Madame Loubna et c'était vraiment... Tu nous as beaucoup aidés. Et Issa aussi, c'est un grand artiste ici. Il m'a beaucoup aidé. Il a une résidence artistique. C'est là-bas où j'ai commencé au début de faire des meubles et de la décoration. Et après, Madame Loubna, on avait le lien après. Donc, heureusement, alhamdoulilah, كاينة Madame Loubna, ناس بحال Madame Loubna, il y en a خرج. Alors c'est faux. Heureusement que vous êtes là. Imaginez qu'est-ce que j'aurais pu montrer si vous n'étiez pas là. C'est plaisir, vous qui madame. faites la richesse de ce territoire. plaisir. Et c'est les échanges qu'on crée. Vous, aujourd'hui, et c'est pour ça que je tenais à ce qu'on les rencontre, moi je fais appel à eux et c'est eux qui nous aident. Aïssa, vous allez le voir, on va monter. Il réinterprète tout le travail de recherche en tableau artistique. Il a fait le tableau qui est l'emblème de la maison de l'oralité. Et Hassan, il a fait toute la scénographie de la maison de l'oralité. Wow. Donc finalement, c'est vous qui donnez. C'est un échange. En fait. C'est un Mais vrai ce qui est- échange. ce qui est très important, parce que Loubna parlait aussi du territoire, et c'est une question que j'avais aussi envie de vous poser, parce que l'objectif de We Speak Citizen, c'est aussi de révéler les talents, de les accompagner, et de faire en sorte que les gens restent ici en étant fiers de leur patrimoine et qu'ils puissent... Pour vous, c'est aussi quelque chose ça a changé quelque chose, le fait que ça vous encourage peut-être à rester ici, à travailler ici et à faire connaître votre territoire? Exactement. Pour moi, en fait, pour commencer au début, ma carrière, c'était pas... J'étais au domaine du tourisme. Après, quand il y avait Corona, là, j'ai commencé à avoir le temps pour penser d'abord ce que je voulais faire, ce que je voulais être. Tu vois, et avant, j'ai fait mes études, c'était de la sociologie. Après, j'ai un diplôme à l'école hôtelière. Mais j'ai toujours une passion de l'upcycling. Ça s'appelle upcycling, de réutiliser les matériaux pour leur donner une autre vie, pour que ça soit joli et aussi ça aide la nature. Donc il y a une vraie conscience derrière tout ça. Hein. Exactement. Par rapport de rester dans le territoire ici, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir un espace comme ça, comme la maison de l'oralité, où je peux m'exprimer. Par exemple, moi personnellement, je peux m'exprimer, je peux faire... Parce que Madame Loubna et We Speak Citizen m'a laissé vraiment un espace pour m'exprimer. Et ça, c'est une bonne opportunité que nous avons eue dans notre territoire. C'est pour ça qu'on reste ici. On aimerait bien rester ici. Et peut-être la région, elle est un petit peu, au niveau culturel ou économique, c'est un petit peu moins si on veut la comparer avec les autres régions au Maroc. Mais nous, on a cette passion de rester chez nous, parce que on croit en nous et on croit aux personnes qui sont autour de nous. Le fait d'arriver à capter cette jeunesse et de lui donner les moyens d'exister, de bien vivre ici, chez elle, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et je pense que c'est vraiment la chance que le Maroc devrait saisir. Moi, je suis persuadée que l'avenir du Maroc se trouve aussi dans les territoires. Il faut laisser créer des espaces pour que les talents s'expriment. Nous, on est une petite ONG, on fait à notre échelle, mais je pense qu'à l'échelle de l'État, on se doit de continuer à apporter des jeunes talents pour qu'ils puissent trouver l'opportunité de créer, développer, finalement révéler eux-mêmes leur territoire et le donner ensuite à partager. Merci beaucoup Ça en fait tous les plaisir. cas. Tabarakallah Shukran. alaikum. Plaisir. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on va découvrir ensemble oui. ce qu'ils ont fait Ça et ce marche. qu'ils continuent de faire parce qu'ils Parfait. continuent de travailler. Ça fait plaisir. Bah. Marhaba bik.
Et donc tu vois, Hanan, tout le long, on a vu les fusains avec les fils de couleur, Oui, c'est très joli. les pelotes aussi. Et tout ça, c'est pour raconter l'exposition de cette année qui continue jusqu'en octobre 2024. Donc ça, c'est ce que Hassan a fait. C'est Toute exactement. la scénographie. Totalement. Tout ça, ça a D'accord. été fait par Hassan pour raconter le thème de l'année. Et le thème de l'année, c'est le tissage. Et pour nous, notre parti pris, donc on a fait pas mal de recherches, on raconte l'histoire du tissage à partir du début. Et la première chose, pour avoir un fil tissé, un objet tissé, il nous faut de l'eau pour qu'il y ait de l'herbe. Et donc, si on a une salle qui raconte Taranja, cette fameuse légende, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Taranja, Non. c'est une procession de la pluie. Alors, elle est amazigh, on l'a fait Ibn Naïr, mais on la retrouve aussi en dialecte marocain. Taranja, Taranja, et Arbi, Jibshta. Donc c'est une mémoire vivante, tout ça, en fait. La reconstitution d'une mémoire à travers des objets, vous le disiez, des sons, des images, etc., qui permettent de garder la trace et le souvenir de ce territoire, finalement. Exactement, c'est une culture vivante, il faut qu'elle le reste, il faut qu'elle se transmette, et il faut que les jeunes se donnent le droit, y aient accès déjà, et ensuite se donnent le droit de créer à partir de là, et d'en faire leur culture d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils ont conscience d'être acteurs de cette transmission et quel rôle a joué l'ONG? Parce qu'on est un pays où les gens ont du mal à parler, il y a une certaine pudeur. Donc, est-ce que ces jeunes avaient déjà conscience de tout ça, de leur propre histoire? Est-ce que ça leur était raconté par leurs grands-parents ou par leurs parents? Ou est-ce parce qu'il y a eu l'ONG qui a servi d'intermédiaire que même eux, ces jeunes, ont pu peut-être pour la première fois entendre ces récits? C'est malheureusement le cas. C'est-à-dire que quand on est venu, le cycle de la transmission s'était coupé. Et coupé par les parents et les grands-parents. Ce n'est pas le fait des jeunes. Ce n'est pas que les jeunes ne s'intéressaient pas. C'est que les parents et les grands-parents pensaient qu'il n'y avait plus rien de bon dans ce qui était passé. Il fallait que les jeunes aient les yeux tournés vers le monde moderne, vers l'avenir, vers ce monde qui leur faisait peur. Donc ils avaient arrêté de raconter. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a d'abord questionner les ancêtres et ensuite envoyer les jeunes questionner les ancêtres. Et c'est ce qui a permis de réenclencher le cycle de la transmission. Et les jeunes sont avides. Ils sont avides de ces moments où enfin le grand-père s'assoit, parle, raconte. Ça ancre. On en a tous besoin et ils en ont besoin. Là, on est dans un patrimoine matériel qu'on peut toucher, mais on est aussi dans la maison de l'oralité. Donc, j'imagine aussi qu'il y a tout un travail ici qui est fait autour des transmissions orales. Exact. Et elle en est une figure, Mrerida. Elle en est une figure et elle est la figure emblématique de comment cette transmission, quand elle est coupée, peut finalement disparaître. Et Mrerida, on ne retient d'elle que ce que René Auloge, un Français qui a connu Mrerida, Qui était instituteur, je crois. alors instituteur ou chercheur, on ne sait pas vraiment, et lui a connu Mrerida dans la région de Mnet, et il a été charmé par le personnage, femme forte, femme très belle, charismatique, très très belle. Ça se voit. Et une poétesse avec un verbe incroyable. Et ce monsieur parlait très bien Tajlahit. Donc il a retranscrit tous ses poèmes en français. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne retient de Mrerida que les vers en français. Et vous voyez comment quand la transmission se casse, se brise, tout peut disparaître. Mais la figure de Mrerida était aussi un peu ostracisée, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas conservée. Je crois qu'elle s'était mariée très jeune et puis elle s'était enfuie de son village, donc évidemment elle était un peu ostracisée et du coup un peu jetée aux oubliettes. Et ce qui fait que c'est par le travail de ce Français qui l'a connue qu'on a pu... mais on ne les a pas en amazigh, on n'a pas les poèmes tels qu'elle les a écrits. Mais c'est pas que Mrerida, au fait, tous ces chants que chantaient nos grands-mères, ces femmes libres, c'est les femmes qui haranguaient. Il faut savoir que, par exemple, chez les Aïtata, les femmes, quand les hommes partaient se battre, elles les haranguaient en vers de poésie pour qu'ils ne battent pas en retraite. Donc, Houmati Harbo, et elle derrière, elle leur redonnait de la force avec le verbe. Tous ces mots sont oubliés. Nous ne gardons plus rien
de toute cette poésie, de la place de la femme forte qui porte sa maison et qui porte ses hommes. Mais ce que j'allais dire, c'est pas seulement les verbes qui sont oubliés, c'est aussi la figure de la femme. Alors, Exact. la femme amazigh a la réputation d'être très forte, très courageuse, peut-être que les jeunes générations aujourd'hui ne savent pas justement ce rôle très puissant des femmes. On a un peu aussi coupé avec cette idée. Alors, à quoi c'est dû? Parce qu'on parle beaucoup de transmission, mais notamment pour les jeunes filles qui nous regardent, c'est peut-être important aussi, et c'est peut-être le rôle de lieux comme celui-là, de rappeler la force des femmes, tout simplement. Exactement. Alors, la force du lien, du vivre ensemble, parce que l'homme et la femme font alliance dans ces territoires. On est dans des territoires où il est difficile de survivre, et donc chacun a un rôle puissant à jouer, et l'homme et la femme. Ils sont complémentaires. Ils sont totalement complémentaires, mais dans leur puissance, tous les deux. Et ce qui s'est passé, c'est dans cet exil, dans cet exode, forcé vers les villes, pour aller chercher une place dans ce monde moderne, le rôle des hommes, c'est quand même de protéger. Donc, ce qui s'est passé, moi, j'ai le souvenir avec mes grands-parents, où ma grand-mère a été finalement enfermée dans la maison pour qu'elle puisse être protégée de ce monde qu'ils ne comprenaient pas. Donc les femmes ont perdu leur place par instinct de protection des hommes. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est un point de vue. Et on n'a jamais plus retrouvé, en tout cas jusqu'à maintenant, on pense que ça a été toujours comme ça, que la femme était enfermée, qu'elle n'avait pas sa place à jouer. Comme quoi, hein, il y a la grande journaliste Françoise Giroud qui disait « Je me demande ce que le passé nous réserve ». Mais en vous écoutant, je me dis qu'il nous réserve de sacrées leçons de sagesse. Exactement, exactement. Et c'est ce que je découvre de plus en plus. Et ce territoire, ce travail m'a tellement apporté. Je pense que j'ai appris en 6 ans ce que je n'ai pas appris en 45 ans de vie. Moi, déjà, en une journée, j'apprends aussi beaucoup. On continue? Oui, on y va. Donc, je vous invite au premier. Ok. On va. Donc là, on rentre dans la médiathèque. Ah, mais les jeunes sont là. Salam alaikum. Salam alaikum. Qui dirtou? Bonjour. Vous travaillez déjà sur la collection de l'année prochaine? C'est ça, on prépare. Eh bien, tabarakallah alaikum. Installe-toi là, Hanan, oui, tu prends place. Et puis bon. Ah mais Issa, on l'a vu en bas. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, tu as rencontré Aïssa, déjà, l'artiste. Et je te présente Aymran Pieri. Aymran Pieri est le directeur des collections de la Maison de l'Oralité. D'accord. Et je te présente Amel Sherif, qui est une autre artiste. Et là, en fait, ils sont en train de travailler sur la prochaine expo des bijoux. Et après le tissage, ça va être les bijoux, c'est ça? Exactement. Donc, le tissage, je vous ai dit, ça se terminait en octobre. Et en octobre 2024, c'est la prochaine exposition sur les atours de la femme amazigh. D'accord. Et nous, une fois que le travail de recherche que font l'équipe de recherche dont Imran fait partie est terminé, on donne aux artistes tout ce qui a été récolté et eux transforment et créent des œuvres d'art à partir des pièces collectées. Donc, Imran, c'est vous qui faites la recherche et la collecte, c'est ça? Je fais partie de l'équipe de recherche pour l'exposition de l'année prochaine, mais je suis aussi responsable des collections à la Maison de l'Oralité. Et comment vous êtes arrivé là, vous? C'est concours de circonstances, un peu le hasard, où j'ai eu la chance de rencontrer Madame Luna l'année dernière. Et depuis, on est resté en contact et elle m'a permis de venir faire un stage de 1 an pour mon année de césure. Donc un stage, ça veut dire que vous étudiez dans ce domaine-là, de la restauration d'œuvres d'art? Moi, là, je viens de terminer ma licence en histoire de l'art et archéologie, spécialité restauration des objets d'art. D'accord. Vous étudiez où? À Paris-1-Sorbonne. D'accord. Ok. Donc c'est une passion, en fait. Depuis un petit moment, ouais. D'accord. Depuis le bac. Et donc vous, là, du coup, maintenant, ce sur quoi vous travaillez, comment vous procédez d'abord pour faire l'archéologie de tous ces objets, mettre la main dessus et... Il y a plusieurs manières on va dire, de travailler, mais c'est toujours bien de commencer par des ouvrages. Oui. Si après on a la chance d'avoir une collection, qui est notre cas, on compare ce qu'il y a écrit dans les ouvrages et la collection. Puis après, l'étape la plus importante, c'est de se rendre sur le terrain. On se rend et on va voir les gens et on leur demande qu'est-ce qui vous reste de tout ça. D'accord. Et on essaie de comprendre du coup comment tout ça a pu voir le lieu, comment les bijoux ont pu arriver jusque-là, et l'évolution des techniques, comment les gens portent ces bijoux aujourd'hui et comment ils le portaient avant. Ils ont en moyenne quel âge?
J'en vois on plein a là qui en sont fait, déjà posés. on va dire l'âge d'or du bijou amazigh, c'est 1850, 1890, 1920. D'accord, très précis. Ça s'arrête dans les années 50, 1950, au départ des ma'allimines, des artisans juifs, D'accord. qui ont pris les techniques avec eux et qui voilà, ont créé une sorte de rupture. Il y a encore quelques artisans sur les différentes tribus qu'on étudie qui ont gardé ces techniques-là, et c'est ces artisans qu'on essaye d'aller voir, qu'on essaye de rencontrer pour qu'ils permettent une transmission de ces techniques-là et une revalorisation de ce patrimoine et de ces bijoux. C'est passionnant. Merci. Et alors, du coup, Rissa et Amel vont mettre en place la scénographie Alors, du projet. Au-delà de la scénographie, au fait, quand on veut montrer le bijou, bien entendu, on peut l'exposer comme ça, à plat. Mais nous, ce n'est pas du tout notre approche. Il faut lui redonner vie. Et eux, avec leur regard d'artiste, donc tu as connu un petit peu Oui, Aïssa, son parcours. Amel Cherif est une artiste peintre extraordinaire. Elle nous vient de Jadida. Ses Ah. racines sont à Et Bougmez. D'accord. Et là, elle s'est installée depuis 2 ans à Et Oui. Ben Haddo. Ok. Donc, quasiment, on l'a arraché. Je lui ai dit, Mais écoute, qu'est-ce qui vous a ramené ici Si c'est- vous étiez جديدة كيفاش حتى حتى جيت لهنايا وي انا كنت عايشه حياتي عاديه كارتيست بانتر ديجا خدامه في واحد الدومين ديال لي زوتيس في جديده مي كنت كنخدم زعما الكوستيم زعما واحد الباسيون اخر اللي هو لي كوستيم وكنت كنخدم لي كوستيم لي زارتيست دونك باغ كوانسيدونس تلاقيت مع واحد من لي مومبر ديال الجروب ديال عيسى جود اوكي وكانوا خاصهم اول فيديو كليب لي كوستيم ديال اول فيديو كليب دونك هذيك هي D'accord. المجيه اللي خلاتني جيت انا لايت بن حدو غتكوانسيدا هاد المجيء مع المجيء ديال مدام لبنى وكتقلب على واحد جون اللي تكون كدير الكوستيم دونك تما كان اول كونتاكت pour la prochaine exposition على les bijoux كتخدمي خصوصا على les costumes ديال les tenues ديال les femmes amazigh. وي وهذه بالنسبه لي انا شي حاجه اللي مهمه جدا ديجا كيف ما قلت لمدام لبنى انا هاد لي زاكسيسوار كاملين ما كنتش كنشوفهم كنشوف شي حوايج اللي عاديين اللي ديجا رائجين زعما اللي كيوصلونا مي كاينين تحف اللي ما عمري ما شفتهم وانا سبيسياليتي ديالتي هذه فعندي الحظ نقدر نقول عندي الحظ انني نشوف لي كوستيم الامازيغيين والاهم هو انني غنخدم على كوستيم ديال المنطقه ديالتي الايت بقماز اللي هي بالنسبه لي واحد الحاجه اللي كبيره واللي الناس اللي زعما دايرين بيا عارفين علاقتي وحبي لهذه المنطقه on leur demande de travailler 5 tableaux, puisqu'on travaille sur 5 tribus différentes. D'accord. Et là, vous avez en face de vous les 5 parures complètes de ces 5 tribus. Donc vraiment, on travaille sur 5 grandes tribus du Haut-Atlas et de l'Anti-Atlas. Eh ben, bravo. Je reviendrai voir le résultat final parce que Inch'Allah, ça Inch'Allah. titille ma curiosité. Donc bravo et puis bon courage. On Merci. peut regarder un peu les Bien les sûr, bijoux. bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, cher Loubna, pour cette jolie découverte de la maison de l'Autoralité. C'est vraiment un très joli lieu. Et en plus, pour ne rien gâcher, on était au frais. Et oui, Comme quoi, le vieux bâti en Pisé, ça a ses vertus. Eh ben, ils étaient ingénieux, donc ils savaient construire en fonction des aléas climatiques. Mais merci à toi de ta sensibilité et puis d'avoir de ce moment passé ici. Ah bah c'est un bonheur et on apprend plein de choses. Et ce qui fait surtout aussi très plaisir et qui donne encore... je pense qu'on découvre aussi l'âme de l'ONG. C'est pas juste une structure avec une méthodologie, c'est d'abord les gens qui la font et en voyant tous ces jeunes et à la fois leur connivence, parce que ça se voit, ça saute aux yeux, et leur amour de ce qu'ils font. Mais je trouve que ça donne l'essence même de ce que vous faites ici. Donc je suis très contente d'avoir pu saisir ça. Merci et je suis heureuse que tu aies eu, tu portes en toi cette sensibilité qui te permet de la saisir. Alors on va où maintenant? On retourne... Eh ben, avant de partir, j'aimerais te présenter une autre artiste sur notre chemin, Hafeda Zizi.
trouve à Tiwirga. Et Tiwirga, c'est une galerie d'art Oui. qui a été fondée par Hafeda. Et Tiwirga, ça veut dire rêve. Ah, c'est elle qu'on voit ici, Hafeda. C'est Hafeda Zizi qu'on voit sur les tableaux. Et donc cet espace, elle l'a créé pour finalement se rendre hommage elle-même et à son parcours de femme combative, libre, qui est allée jusqu'au bout de ses rêves, qui s'est réalisée à travers l'art naïf. Donc ça, c'est tous ces tableaux-là qu'on voit. Ce sont ses créations à elle. Ce sont ses créations, mais ici, elle expose non seulement ses propres créations, mais d'autres créations qui ne sont pas d'elle. Et comment vous l'avez rencontrée, Hafeda? Donc au fait, Hafeda, je l'ai rencontrée ici en 2017 aussi. Et elle tenait sa petite boutique. Elle avait une petite boutique qui faisait 2 mètres sur 2 Salam mètres. alaikum. عليكم السلام. السلام حفيدة. اهلا كي درتي؟ بخير لاباس لاباس عليك؟ هانيه صحيحة. الحمد لله بارك كلشي الله فيك مزيان؟ الحمد لله Ah, elle est en train de travailler. Elle est en train de Ah, travailler. salam on est en train alaikum. de l'embêter. Pardon, جينا برك هجمنا عليك مرحبا شوية. بكم مرحبا مشرفين، ألف مرحبا. أنا بارك الله حنان. فيك مرحبا متشرفين على اللبنه بخير كي درتي؟ لاباس لاباس عليك؟ الحمد لله بارك صحيحة. الله الحمد لله يسول فيك الخير Très coloré, hein. C'est très C'est Hafeda. beau. C'est joyeux comme elle. دونك حفيدة كانت ديجا هنا فاش تلاقيتي مع لبنى، انت كنتي ديجا مستمرة هنايا؟ كنت تقريبا جيت بشي شهرين واش انت بنت اي تحدو؟ لا انا بنت منطقه اغباله نيت سخمان اقليم بني ملال اوكي. اييه وجيت سياحه جيت للقصر ايت بن حدو كسائحه اها. وعجبتني المنطقه وفي ظرف اسبوع لقيت راسي تانستاليت في ايت بن حدو ومن بعد كيبان لي دابا كنا مع واحد البنيته امل اللي خدامه مع أمل على شلبي. ليكسبوزيسيون حتى هي نفس الشيء، قالت لي هي ماشي من هنا، من جديده واصلها اييه من من بوك ملي جات لهنا ما بقاتش مشات. كيبان لي واقيلا اللي جا لقصبة اي حد ما كيبقاش يمشي ياك. Fais attention. نعدي راسي. والو دونك استقريتي هنا. استقريت دروك تقريبا 7 سنين هادي باش استقريت، واحسن فتره في العمر ديالي هي اللي دوزت في قصر ايت بن حدو. ياك. هي الحمد لله. وامتى حليتي هذا المكان هذا بالضبط؟ تقريبا عامين هادي بحال اللي قلتي دروك المده ديال 7 سنين، واحد 5 سنين كنت في واحد المكازه صغيره، سي سكو فو مديزيي. ومن بعد شفت راسي راه جلست وعجبني راسي وعجبني الحال، وبغيت ندير شي حاجه اللي تشرفني وتشرف حتى المغرب. يعني جاب الله تيسير في هذا في هذا الدار اللي سميتها تيويركا. امتى بديتي كترسمي لاله حفيظه؟ تقريبا 20 سنه ملي كانت في عمري 28 سنه ودروك 48، يعني 20 سنه وانا كنرسم. وكيفاش جاتك الموهبه ديال الرسم؟ الموهبه انا ما بديت الرسم ديالي حتى كانت في عمري 28 سنه. كانت شي ظروف انني كنت محتاجه انني نبوح، انني نفرغ، والتجأت للرسم كبوح. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, Hafeda, elle fait des ateliers d'art-thérapie pour des hommes et des femmes qui viennent pour pouvoir eux aussi exprimer leurs états d'âme sur des toiles. دونك حتى انا النهار اللي نبغي نخوي القفه كومون دي نجي لعندك مرحبا. نخويها في اللوحه. وغادي تقول لي النتيجه. الحياه قاسحه، على الاقل نعبروا على شي حاجه زوينه بالرسم. الحياه تكون قاسحه ونبينوا حتى القسوحيه في اللوحات شويه ما زويناش. اي هاد لي تابلو باسكو سي دو لار نايف. Exactement. سي سكون ابل لار نايف. اليوم كاين استقبال في المغرب، واش كديري دي اكسبوزيسيون معارض؟ واش جاتك الفرصه تمشي حتى لبرا باش تقدمي الخدمه ديالك؟ الصراحه المعارض كنديرهم يعني في جميع المدن، فيما كانت شي تظاهره اللي كانت تساعدني الظروف كنشارك. بالنسبه للخارج قبل ما نجي لعيت بن حدو درت 3 د المعارض. فاش جيت لعيت بن حدو بحال اللي قلتي تيويركا محتاجاني اكثر، نعطيها الوقت، نعطيها الجهد، نعطيها. ولكن من هنا لقدام ان شاء الله هذا العام ولا العام الجاي الا جات شي فرصه زوينه للخارج ما غاديش نضيع. ولكن قبل هاد 7 سنين هنا كان تيويركا كانت محتاجاني بزاف. شكرا بزاف. مرحبا. سلامة. الله يعاونكم. سلامه. شكرا على الزياره. شكرا. ميرسي بوكو. شكرا والتوفيق ان شاء الله. الله يحفظك حفيظة. شكرا. خلينا لك الراحة. بارك الله فيكم. شكرا. Alors merci beaucoup pour toutes ces belles découvertes. On va où maintenant? Découvrir le royaume des femmes. Mais je croyais que tout ça c'était le royaume des femmes. Ah non, moi ce que j'appelle le royaume des femmes, c'est un restaurant solidaire qui s'appelle Tawesna et c'est là-bas qu'on va aller déjeuner. Eh ben avec plaisir. اللي صلى فرحين عرف غامولين ويغرم ديس بليغ هديتي ليت علولني ما نجمينة حليل. Ça y est, on
on arrive au restaurant Hanan. مرحبا بك في توسنا. Taousna, Oui, ça veut dire quoi? c'est les savoir-faire. Le savoir-faire. Et c'est un nom qui a été choisi par les femmes du village Oui. pour incarner leur espace et leur restaurant. Elles l'ont appelé Taousna. Et là, oui, Leïla. Salam Leïla. alaikum. Salam Leïla. Bonjour. كي دايرة؟ صافا لاباس كلشي عليك؟ مزيان شرفين. الحمد لله اهلين متشرفين شرفين. سلام ليلى. كي كي درتي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. نتوما كي دايرين بخير مرحبا بارك الله فيك. مرحبا بكم عندنا في توسنا حطي نخليوك تسربي الناس أوكي، وحنا داكور، نتسناوك مرحبا. وين نهضروا سمحوا لي معاك. واحد دقيقه داك مرحبا مرحبا. Donc, ça a été créé par les femmes ici. Ça a C'est été- leur idée. C'est leur idée, donc c'est une idée d'un atelier. Leïla, وي لونا عندك شويه الوقيته باش تفسري لحنان هذا المشروع؟ بيان سور عندي Oui, je voulais juste savoir. بليزير كانت كتقول لي لبنى بان vous l'avez créé en 2018 ياك هذا لو ريستورون. اكزاكتومون وي والفكره جات من العيالات الفكره ديال جات من العيالات الصراحه هما اللي بروبوزاو علينا انهم يديروا بروجي ولكن بالنسبه للسابوغ فيغ اللي عندهم غير في الكويزين لا كويزين داكشي اوتوماتيكمون فاش فكرنا نديروا ان ريستورون مطعم. اي Ok. Et هذا لو بروجي داخل في اطار لي بروجي qui sont soutenus par We Speak Citizen ياك. Oui, ça a été un projet soutenu par l'ONG. Donc les premiers ateliers, moi je me souviendrai toujours. Et le premier atelier, c'est le premier atelier ou bien la première réunion? La première réunion. Oui. Pour nous, cette réunion, c'était comme une révolution féminine dans le village parce que c'était la première réunion pour la femme dans Aït Ben Haddo. Donc on a fait appel à toutes les femmes du village, presque 140 femmes. Donc c'est là où on a sorti l'idée de projet. d'un restaurant. قلتي اش قالوا لي في الاول؟ قالوا باللي البروجي صعيب انهم يديروا ان بروجي كوم سا. شكون اللي قالها؟ العيالات. اوكي، ما كانوش عندهم الثقه بان هذا الشيء يقدر يتطور ويتمشى. عندهم فريمون الثقه انهم يديروا هذا البروجي وينجح باسكو مولفين كيخدموا غير في الديور عمرهم ما خرجوا انهم يخدموا دهور ويتلاقاو مع ناس بزاف وهذا دونك كان ديفيسيل او ديبي مي ماتنون ils sont très fiers de créer ce projet là. ودابا تغيروا هاد العيالات اللي ما كانش عندهم الثقه بان يقدروا دابا عندهم الثقه. تبدلوا بزاف دابا اولا عندهم الثقه في راسهم ثانيا عندهم لو ترافاي ديالهم لي فالوريزي troisièmement c'est un créer ليهم ان اسباس من غير انهم ان اسباس دو ريفونيو هذا c'est un espace de rencontre d'échange entre eux donc c'était très une idée. Ça a créé du lien. Oui. Plus le revenu économique, parce que il y a le métro. Oui, c'est le premier projet générateur de revenus lancé pour les femmes oui, de l'association. Et l'association les a accompagnés en termes de formation. J'imagine que vous avez eu des formations pour apprendre à gérer un projet pareil. Au début, c'était avant de lancer le projet. On a fait une formation pour les femmes grâce à Madame Noublan. Il a fait appel à un chef de Rabat. Il a informé les femmes pendant un mois. Elles ont été accompagnées aussi pendant pratiquement 1 an et demi par les bénévoles de l'ONG. Oui. Donc il y avait eu des groupes de bénévoles qui venaient, qui s'alternaient, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'elles étaient bien capables de gérer leur espace. Oui, surtout aussi au niveau de gérer. Moi, j'avais pas assez de l'expérience pour gérer, mais grâce à We Speak Citizen, j'arrive maintenant à gérer l'espace et à gérer les 40 femmes. Donc maintenant, on est très c'est pas un mince travail, gérer une équipe de 40 oui, personnes. c'est pas facile. Eh ben, تبارك الله عليك. الله يبارك توفيق فيك. إن شاء الله. مرحبا بكم. Et bon courage. Oui, avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Ben, on s'installe pour déjeuner. Vous pouvez s'installer là, s'il vous plaît. Shukran. Bien sûr, merci. Alors, il y a une question qui me vient. Leïla nous disait tout à l'heure Alaykoum salam, shukran. Leïla nous disait tout à l'heure qu'il y avait 40 femmes qui travaillaient ici. Moi, j'ai une question sur la façon dont, ou pas, ça a bouleversé les équilibres au sein des familles. Comment les hommes ont pris le fait d'abord que les femmes quittent la maison pour aller travailler à l'extérieur et dans des endroits où elles rencontrent beaucoup de monde, parce qu'elles rencontrent des touristes, Et deuxièmement, comment ils ont aussi pris le fait qu'elles aient un revenu et que ça leur assure un tout petit peu d'autonomie financière. Est-ce que ça a été facilement accepté? Alors, au tout départ, c'est les hommes qui les ont encadrés pour qu'elles se réunissent. Donc, parce que ça a été fait dans une vision de village. Mais le fait qu'elles saisissent l'occasion, qu'elles se mettent réellement en mouvement, là, il y a eu immédiatement une résistance au changement. Ils ont eu peur. Dès que ça a été concrètement visible, là, au départ, alors ils ont accompagné, construit les tentes et tout.
Mais immédiatement, quand le projet s'est mis en branle, là, les hommes sont rentrés en résistance. En leur disant, par exemple, on ne va pas vous amener de touristes, parce que la plupart travaillent dans le secteur du tourisme. Vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. 40 femmes, vous n'allez jamais vous entendre. Au fait, en récitant une litanie de freins, il a fallu qu'elles aient leur premier contrat avec une agence de voyage qui, eux, leur assurait un flux régulier, pour que là, ils disent, ah ben finalement, elles ont réussi. Voir les femmes acquérir du revenu et donc participer économiquement à la subsistance de leur famille, le regard a changé petit à petit. Ça a été une lente métamorphose, mais aujourd'hui c'est totalement accepté. Et au contraire, les hommes sont très très fiers de voir que Taousna est devenu quelque chose qui valorise Taousna. On la retrouve sur le New York Times, Herald Tribune. Ça a été classé comme, en 2021 comme l'une des 5 activités au monde à faire dans le cadre du tourisme éco-responsable. Wow. Donc la seule activité... Une belle reconnaissance. Une belle reconnaissance, et comme étant une activité... Le Maroc était représenté par l'activité Taousna. Taousna. C'est une belle forme de reconnaissance. Exactement, exactement. Alors, pour revenir encore une fois à la question des rapports hommes-femmes, je sais que très souvent, avec un regard exogène et en parlant du terme générique qui est l'égalité des genres, etc., là, on est dans des écosystèmes humains qui sont très spécifiques. Tout à l'heure, on parlait de la complémentarité des hommes et des femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que quelque part, on pose des intentions en termes d'égalité des genres, etc., qui devraient être appliquées partout sans peut-être tenir compte des réalités anthropologiques, sociales, communautaires dans certains espaces. Est-ce que c'est un terme qui fait sens pour vous dans un endroit comme celui-ci ? Mais oui, parce que la plupart du temps, quand on arrive avec cet esprit, ce regard, comme vous dites, exogène, ce qui se passe, c'est qu'on vient, on prend des femmes, on les extrait de leur réalité, et on leur dit, ben voilà, vous allez faire tel atelier, on va vous créer telle coopérative. Et ça perturbe de manière très profonde des équilibres qui existent. Ça n'a pas été notre approche. Nous, les femmes, ont été consultées pour qu'elles puissent développer une activité économique tout en gardant leur place dans l'activité qu'elles faisaient au sein de la famille. Donc elles ne travaillent que 3 heures par semaine. D'accord, donc il y a un roulement. Il y a un roulement. Donc ça leur permet de continuer, de s'occuper des champs, de s'occuper du bétail, de s'occuper des enfants. Elles travaillaient à la base énormément sans être rémunérées. Et là, elles ont rajouté une activité rémunératrice sur une activité qui, elle, ne l'était pas. Et là, le regard change. De 3 heures, aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent 6 heures. Il y a même des femmes, Leïla et Nadia, maintenant, travaillent à temps plein. On commence à adapter le fonctionnement sociétal en fonction de l'activité et en fonction de l'intégration de cette activité économique génératrice de revenus pour les femmes. Ça se fait en douceur et non pas en plaquant immédiatement un concept. Bien entendu, la femme est l'égale de l'homme, bien entendu qu'elle doit gagner sa vie, qu'elle a toute sa place en tant qu'acteur économique, mais il faut le faire en respectant aussi les équilibres et en y allant pas à pas. Et ça va relativement vite, parce qu'en 3 ans, ça y est, la métamorphose a été faite. Merci beaucoup, chère Loubna. On mange ? Mais oui, marhaba. Bismillah. Merci beaucoup, Loubna, pour cette pause. Bienvenue. C'était délicieux. Après la nourriture de l'âme, la nourriture pour le corps. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, c'est bientôt la fin de cette émission. Toutes les meilleures choses ont une fin, malheureusement. Et vous le savez, on finit toujours avec le coup de cœur de l'invité. Vous savez, c'est quoi votre coup de cœur ? Et bien, pour ce petit coup de cœur, je vous emmène un petit peu plus loin dans la vallée des Roses. D'accord. Et je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir. Super, la vallée des Roses alors. Voilà Hanan, mon coup de cœur. Oh waouh!
Waouh. Tu vois, tout ça c'est pour moi. Merci. Alors, tout ça, c'est une magnifique collection de bijoux et je ne pouvais pas te laisser partir sans t'avoir fait découvrir cet endroit. C'est une caverne d'Ali Baba. Oui, c'est incroyable. Regarde-moi toute la richesse des bijoux Amazigh. Alors ici, il n'y a pas que les bijoux Amazigh du Maroc, mais c'est à 90% des bijoux d'ici. Donc ça fait partie des collections que vous voyez et que vous allez utiliser comme matière pour le prochain travail dans la Maison de l'Oralité. Exactement, cette collection a été mise à notre disposition pour pouvoir travailler à partir de la collection sur l'exposition de la Maison de l'Oralité. Mais la surprise, Hanan, ce n'est pas la collection de bijoux, c'est chez qui on est. Et j'ai l'immense bonheur de te présenter Hajja Maryam. Voilà. Donc c'est chez vous qu'on est. Bouge pas ma Hajja, on arrive. On arrive chez toi. On arrive. Bouge On arrive. surtout pas de ta place. encore quand même. Salam alaikum. Alaikum Je vous salam. embrasse. مرحبا بك. ربي يخليك. الله يبارك Moi c'est فيك. Hanan. Et moi c'est Mariam. Ma Hajja, شرفتين. السلام عليكم حبيبتي. جزاك الله خير. comment vas-tu ma Hajja? الحمد لله. الحمد لله. Elle me fait aller de surprise en surprise depuis ce matin. Donc le coup de cœur, je pensais que c'était cette collection. Et comment vous vous êtes rencontrés? Comment on fait? Eh bien à travers Imran qu'on a vu ce Oui, matin qui oui. travaille sur le prochain projet. Exactement. D'accord, c'est votre petit-fils. C'est mon petit-fils. Ah bah je comprends alors qu'il soit passionné des objets. Lui me disait c'est parce que j'étudie la restauration des objets. D'accord, En fait, oui, il est vraiment tout à fait dans la tradition. d'accord. J'ai rencontré Imran il y a quelques temps et lui, dès qu'il a vu le travail, il m'a dit Loubna, il faut que je te fasse rencontrer ma grand-mère. Expliquez-moi, parce que là, moi, je veux tout comprendre maintenant. C'est une collection qui est absolument fabuleuse. C'est des bijoux qui sont pour la plupart très anciens. D'où vous vient cette passion? Quel est le parcours de vie qui vous a amené à vous passionner pour ça? Ben, c'est tout mon parcours de vie en fait. Bon, en fait, les premiers bijoux pour lesquels ça a été le flash au Maroc, à Marrakech, 1965. Donc c'était C'est une passion qui dure. c'est une passion qui dure, qui n'a fait que croître et embellir à travers le temps, à travers l'espace, à travers les différents pays. Où non seulement je voyageais, mais j'aime bien voyager en profondeur, donc vivre dans un pays, non pas passer comme ça. Marrakech 1965, c'était quelque chose. Et puis Marrakech est toujours très voilé. Bon, il faut aller sous le voile pour découvrir l'âme. Et donc voilà, et Marrakech. Et qu'est-ce qui me plaît à étudier à Marrakech? Les tanneurs de Marrakech. On m'a dit non, mais tu es folle avec les odeurs, etc. Ça va Le pas, travail non, du non. cuir. Mais le travail du cuir, c'est la Renaissance. Le cuir, c'est la Renaissance, etc. C'est magnifique. Donc ben, je reviens à Marrakech pour ma thèse. Et là, très rapidement, je rencontre celui qui sera mon premier mari, Marrakchi, Berber, et qui avait une véritable passion pour les bijoux, la tradition, etc. Et c'est lui qui m'initie à la beauté du bijou amazigh pour l'essentiel. Et c'est de là que vous avez commencé à collectionner des bijoux Oui, déjà? oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous fascine dans les bijoux amazirs? Il y a tellement de choses, surtout le bijou marocain. Et vraiment, ce n'est pas un parti pris. Il a une richesse inégalée. De part justement, et qui traduit bien la richesse de la culture, la profondeur des racines. Beaucoup plus que ce qu'on va trouver peut-être ailleurs au Maghreb, hein, sans vouloir dénigrer du tout, parce que chaque culture a ses merveilles, etc. Mais le bijou marocain, il a une richesse inégalée au niveau de ses couleurs, au niveau des techniques utilisées, qu'on ne retrouve pas ailleurs au Maghreb, même au Maghreb. La richesse des couleurs utilisées. Des La symboles richesse, aussi, la peut-être? richesse. Alors là, les symboles, ça, c'est un univers. Et en vous soi. avez continué à étudier ça dans le cadre du travail ethnologique? Non, de chercher alors aussi le ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'en fait, le bijou, mon intérêt pour les bijoux, on pourrait dire ma passion, a couru en filigrane. Alors j'utilise un terme de bijouterie, justement, en filigrane, tout au long de ma vie. Mais ça n'a jamais été, sauf maintenant, à 80 ans. Hein. Vous ne les faites pas. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Ah ouais, Hajja. ben oui, ouais, on disait, bon d'accord, ça n'a jamais été une étude classique, formaliste,
vous voyez, académique. D'accord. Ça a été juste uniquement un intérêt très profond. Et évidemment, en tant qu'ethnologue, l'ethnologue, il est toujours ethnologue. Hein. Même quand il a cessé, il est encore, hein, il est toujours. Donc en tant qu'ethnologue, automatiquement, mais ça vient de mon cœur, j'étudiais, je m'intéressais aux techniques, aux origines, à la façon et au sens. Et depuis Au quand sens. vous habitez au Maroc, et en particulier ici, dans Ici. ce petit village au creux de cette vallée, Ah oui, depuis ça, combien de quand temps vous avez vu habitez comme ici? c'est merveilleux ce village. Mais J'avais vu, oui. Laurence me disait, il y a une joie dans ce village. Mais c'est vrai, les gens sont joyeux. C'est tout de suite, dès qu'on se rend compte, c'est la joie, c'est des salutations joyeuses, c'est pas des salutations guindées et formelles. Non, non, c'est vrai, ça vient du cœur. C'est que les choses viennent du cœur. C'est ce qui vous plaît, Et- il vous retient ici? Absolument, absolument. C'est une humanité, mais qui a une richesse en soi extraordinaire, parce qu'elle est en perte, notre humanité au niveau mondial. Voilà, vraiment. Donc, ça fait 6 ans. 6 ans, Moukrimine, installée ici. Alors, vous qui en avez collectionné, vous qui les avez étudiés, vous qui en avez fait Oui. aussi, comment vous voyez, parce que depuis ce matin, le fil conducteur avec Loubna, c'est de parler de ce travail de transmission essentiel. Vous qui connaissez bien l'affaire des bijoux, qu'est-ce que vous pensez de cette question, d'abord de la recension et de la transmission, notamment du point de vue de la technique, parce que vous êtes une experte aujourd'hui du bijou, donc je pense que vous... C'est beaucoup dire, mais enfin. Bon, Oui. vous en savez, vous en Ouais, savez un petit peu quand même. D'accord, voilà. Mais sur la question de la technique et la façon dont on les fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut se promener dans des souks, on peut se promener, il y a des tas de bijoux qui ressemblent à ces bijoux authentiques, mais quel regard vous portez sur la façon dont on les fabrique aujourd'hui et est-ce qu'on a su ou pas transmettre ces techniques ancestrales? Alors, écoutez, oui, effectivement, c'est une grande question, c'est une très très grande question, c'est fondamental parce que justement, on en revient à savoir que les racines, c'est l'essentiel. Un arbre sans racines ne donnera jamais de fruits. C'est pas pour rien, c'est un symbole en soi, d'accord? Or, c'est très bien effectivement de transmettre la technique, mais à la limite, la technique, on pourra toujours la trouver par ailleurs. Mais si on transmet la technique sans le sens, sans la relation avec tout l'ensemble, j'aime à dire que le bijou est le miroir sublimé d'une société. C'est riche de symboles féminins, de fécondité, d'abondance, de richesse, de relations spirituelles. Le métier à tisser, c'est toute une histoire de relations spirituelles entre le niveau du dunya, le niveau supérieur du ciel et donc de la spiritualité, etc. Et c'est la même chose pour le bijou. Et là, j'ai vu des bijoux qui ont été, je ne vais pas préciser davantage, mais qui ont été faits dans le respect parfait de la technique, une maîtrise technique remarquable, et on sent que le sens est perdu. Et on va avoir alors, on le voit d'ailleurs même ici, des dérives où effectivement le ma'alim va tout de suite essayer de voir un créateur. Voilà, il va se dire, bah, ça y est, un créateur. Et il va penser que créer, ça veut dire sortir de la tradition. Non, il peut créer tout en restant parfaitement dans la tradition. Alors c'est très beau ce que dit le Hajja Maryam, parce que finalement on boucle la boucle avec ce que vous disiez ce matin en présence de ces jeunes qui bénéficient de cet environnement tellement fécond et tellement riche que vous leur offrez. C'est que finalement pour pouvoir rayonner, créer, aller encore plus vers l'ouverture, il est indispensable de s'ancrer dans un patrimoine, d'en être fier, de le connaître et de continuer à le valoriser. Finalement, ce n'est pas du tout de l'enfermement de revenir à ça. Au contraire, c'est le socle nécessaire pour avoir une ouverture qui soit la plus féconde possible et rejoindre tous les autres. Finalement, c'est ça votre message à tous les deux, à toutes deux. Exactement ça, c'est vraiment ça. C'est à la manière de l'arbre qui a des racines et qui donne des fruits. Celui dont on a coupé les racines ne donnera jamais de fruits. Voilà. Ben, merci infiniment à toutes les deux. Pour cette, moi, franchement, je pense que le mot qui me vient, c'est l'émerveillement. J'ai passé toute cette journée et je vais d'émerveillement en émerveillement à chaque fois. Donc, merci infiniment et je vous le dis vraiment avec beaucoup d'émotion parce que j'ai découvert des belles personnes, des belles choses, une belle philosophie de vie, beaucoup de sagesse. Donc, merci beaucoup de la voir et merci de la transmettre aussi. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, merci infiniment. J'ai passé aussi un moment délicieux.
parce que j'ai senti à quel point tu étais sensible à ce que je racontais. Et ça m'a profondément touchée. Merci beaucoup. Mais je ne vais pas te laisser partir comme ça, parce qu'on a commencé notre histoire avec ces poètes et ces poétesses. Et j'aimerais qu'on puisse conclure, si tu le permets, Avec plaisir. par un poème de Mrérida. Mais alors, un poème de Mrérida que je vais te lire en dérigeant. Parce que, figure-toi que je pense l'avoir dit ce matin, les poèmes, on n'en garde que la version française. C'est ça. Et nous, Qui a on été est transmise par René Euloge. René Euloge. Et nous, on essaie de traduire en dérija pour pouvoir les retraduire en amazigh, parce qu'on n'en a gardé aucune trace en amazigh. Et bien avec très grand plaisir, ce sera les mots sur lesquels on va se quitter. Mrérida donc. Mrérida. غير هاد الساعة ناس لوطا والعياذ بالله تيقولوا اللي فات فات ويزيدوا يقولوا اللي فات مات وحنا تنقولوا اللي بغى يصيد من بحر مازال ما وصلو بحال اللي مشى يصيد في صنارة ما فيها مخطف. هاد الساعة يا حبابي هي اللي لينا ما يهمنا غير اللي تشبرو يدينا ما يهمنا غير قوتنا إلا لقينا ندركو ما تشهينا ونلقاو ما بغينا إلا تخصينا.